Bonsoir à tous, nous vous retrouvons ce soir pour un nouveau coup de cœur littéraire avec Isabelle bien sûr. Isabelle, ce soir nous avons le plaisir d'accueillir une conteuse d'histoire comme elle aime le dire elle-même, ou comme elle aimait le dire à un moment donné de sa vie je crois, Madame Valérie Cohen. Bonjour Valérie. Bonjour, Bonjour merci Valérie. de m'accueillir. Merci à vous, merci de prendre le temps de venir nous parler de vous et de vos romans que j'espère on va pouvoir partager avec nos téléspectateurs. Alors Valérie, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors on va vous présenter comme on a l'habitude de faire dans cette émission. Valérie, vous êtes née à Bruxelles, vous vivez toujours en 1968 et puis vous embrassez au premier lieu une carrière de juriste et puis en 2001 vous décidez de vous consacrer au journalisme et au tourisme. Et puis quelques années plus tard, vous décidez de vous consacrer pleinement à l'écriture. Alors voilà, on voudrait savoir comment on fait, comment ça se passe, quel est le déclic pour se dire un jour, je veux écrire à plein temps. Est-ce que ça a été plus ou moins plutôt long à décider ou est-ce que c'est venu comme ça sur un coup de tête? Enfin, un coup de tête, j'imagine que c'est pas un coup de tête, mais est-ce que ça a été rapide la décision? Un coup de tête rapide, non. En tous les cas, c'est devenu assez vite une évidence, dans le sens où j'étais juriste d'entreprise depuis 9 ans. C'était une erreur de casting. Je m'embêtais profondément à rédiger des amphithéoses et à gérer des zonings industriels. Et à un moment, c'est un petit peu mon mari qui m'a poussée dehors en me disant « Écoute, tu pars le matin en disant que tu t'embêtes, tu reviens le soir en disant que c'était pas génial. Voilà. » Et ça m'a donné envie de me poser des questions sur ce que j'avais réellement envie de faire. Et j'aimais beaucoup écrire, c'était un outil qui était facile pour moi pour communiquer. Et je me suis d'abord orientée vers le journalisme qui me paraissait plus sérieux qu'écrire un livre, et sur des guides de tourisme pour enfants, jusqu'à un moment où j'ai découvert une petite annonce dans un supermarché, stage d'écriture à Lyon. J'ai eu une intuition en me disant c'est juste, j'y vais. Et au bout de 5 jours où j'ai dû apprendre à lire et mes textes devant tout le monde et à me confronter au regard des autres, ce qui n'est pas simple, je suis rentrée à la maison en me disant voilà, je ne serai peut-être pas Proust, mais en tous les cas j'ai envie d'essayer. Et puis ça s'est enchaîné de manière assez fluide jusqu'à ce que finalement, après quelques livres publiés en Belgique, j'ai eu la chance de rejoindre Flammarion et j'ai lu en France. Et là, j'ai totalement arrêté mes autres activités à côté pour me consacrer entièrement à l'écriture. Alors effectivement, en 2010, donc, vous publiez votre premier roman, La double vie d'un papillon, puis 4 autres romans donc, en Belgique, et en 2019, dont d'ailleurs Monsieur à la migraine en 2015, je crois, qui d'ailleurs reparaît donc, chez J'ai lu en 2019. Alors, c'est un livre très drôle qui, évidemment, parle d'amour et de désir, mais non pas de celui de ces messieurs, comme on pourrait le penser, avec ce titre, mais de celui de leurs épouses. On va suivre 4 femmes, Anna, Julie, Noémie et Lucia, qui, chacune pour une raison différente, a des petits soucis au niveau de leur désir et de leur vie sexuelle qui n'est pas tout à fait épanouie. Et elles décident donc d'aller consulter un sexothérapeute, Patrice de Nice, qui va les réunir autour de groupes de parole et d'ateliers pour les faire progresser sur leur désir, puisqu'il aime se faire appeler un architecte du désir. Alors, c'est un livre drôle, vraiment, on rit beaucoup. Et puis, évidemment, on est attendri par ce que chacune d'elles peut vivre et ce qu'elles ressentent sur leur fêlure à chacune. Et votre écriture est très intelligente, Valérie, parce qu'on s'attache tour à tour à chacune de ces héroïnes sans en avoir l'air. Alors qu'au départ, quand on les découvre, on est tenté de s'attacher plus à l'une ou plus à l'autre en fonction soit de son profil, soit de ses problèmes, etc. Et là, en fait, pas du tout. Au final, on finit par se prendre au jeu des 4. Et voilà, et donc c'est vraiment très intéressant et très drôle, je tiens à le dire, j'ai vraiment beaucoup ri. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'écrire encore de nos jours un livre sur le désir féminin? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a tellement, aujourd'hui c'est quelque chose de tellement banalisé, et pourtant quand on lit ces femmes, on se dit que malgré tout,
il en reste encore, non? Alors, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment banalisé, dans le sens, oui, on a une facilité à parler de sexualité, il n'y a plus de tabou à lire ça dans les magazines, avoir des émissions télévisées ou des podcasts sur le sujet. À côté de ça, je suis sincèrement convaincue qu'il y a encore une difficulté pour les femmes lorsqu'elles sont confrontées à une panne de désir ou un désir auquel il n'y a pas de réponse, de se faire entendre, en tous les cas d'avoir un espace de parole, que ce soit un compagnon, une compagne, une amie, une sœur, un psychologue, quelqu'un à qui pouvoir dire « je vis ça ». Et ce qui est important pour moi, c'était de pouvoir donner un espace de parole aux femmes où elles pouvaient exprimer en toute liberté qui elles étaient, sans être impactées par ce que la société, les médias ou les hommes pourraient avoir comme préjugés sur le désir féminin. Et comme je donne un petit coup de pied aux préjugés dans ce livre, c'est pour ça que j'ai appelé évidemment ce livre comme ça. Parce que, en général, il y a des hommes qui détestent, qui grimpent au mur, et d'autres que ça fait beaucoup rire. Et je pense aussi que nous avons tous été à un âge ou à un moment, peut-être qu'une fois, une de ces 4 femmes. Et mais je me suis quand même interpellée en me disant c'est quand même bizarre dans ce livre vraiment féminin, 100% girly, j'ai envie de dire, que le sexothérapeute, ça soit un homme. Quand même, il a le beau rôle au final, ce monsieur. Mais en fait, souvent, les journalistes me demandent « mais vous avez un problème avec les hommes? Vous avez des personnages très féminins. » Oui. J'aime profondément les hommes. J'aime vraiment énormément les hommes. Je vis entourée d'hommes. Et je trouvais que c'était cliché de leur donner le rôle de celui qui doit juste être là pour assouvir le désir, ou en tous les cas, celui qui n'y répond pas de manière adéquate. Et donc, c'était important pour moi que le psychothérapeute qui allait pouvoir être dans la réparation avec ces femmes soit un homme. Valérie, on va parler maintenant de votre bouquin « Depuis, mon cœur a un battement de retard », sorti en 2019. Alors, on raconte l'histoire. C'est l'histoire d'Emma. Alors, un bout de femme d'1,50 m et demi, on le précise. Alors, Emma, elle semble heureuse, mariée à Yvan, un super papa, maman d'un ado sympa, Arthur, directrice financière d'une entreprise de prêt-à-porter. Alors, Emma est une bosseuse, elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut, mais elle est atteinte, on va dire, de nostalgite, comme dirait une certaine Blandine, un personnage haut en couleur du roman. Et Emma reste bloquée dans le passé, alors plus précisément un 12 mars, le jour où son grand amour de jeunesse l'a larguée sans explication. Alors elle va essayer de comprendre pourquoi elle n'arrive pas à se défaire de bien des années plus tard. Une envie d'avoir des réponses pour mieux avancer. Donc elle apprend par une ancienne rivale lors d'une soirée que cet amour de jeunesse, Jean-Philippe, est inscrit dans un site de rencontre pour personnes mariées. Eh bien, Emma ne va pas résister à s'inscrire à son tour. Donc évidemment, on va s'arrêter là pour donner envie aux téléspectateurs de se procurer ce livre. Alors moi, Valérie, je vais vous dire ce que moi j'ai pensé. J'ai adoré déjà ce bouquin. Vous abordez ici vraiment plusieurs sujets qui m'ont touchée, parce que vous parlez de l'apparence. L'apparence, c'est ces petites blessures qui restent avec les années, malgré les années qui passent, les blessures de l'enfance. Et puis il y a la mort aussi, abordée par le personnage d'Alexandra, charmante gérante d'une société de pompes funèbres, et qui est l'amie de toujours d'Emma. Alors c'est vrai que j'ai aimé beaucoup de jolis passages où elle parle de la mort, ça m'a beaucoup touchée. Et puis il y a les doutes, la fameuse nostalgie tout le temps, l'amitié, et puis bien sûr l'amour. Alors moi j'ai adoré l'écriture, Valérie, soutenue, ciselée, mais en même temps fluide. Et on sent qu'il y a un vrai sens de l'observation, une sérieuse connaissance des multiples sentiments qui nous habitent. Vraiment, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les réflexions de chaque personnage en son intimité, leur inspiration profonde, derrière le paraître, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils aspirent. Et ça, j'ai bien aimé. Puis on a l'impression, moi je vous dis ce que je ressens, on a l'impression tout au long du bouquin être en compagnie de cette petite voix qui ne nous quitte jamais,
tout le temps. Je sais pas, j'ai ressenti ça comme ça. Et puis ce passé qui revient souvent, surtout quand on prend un peu de l'âge. Hein, et puis souvent, on se dit « et si, et si, et si ». Et puis voilà. Donc, Valérie, on a vu que le développement personnel est quelque chose qui vous anime. Et on le ressent hein, dans vos livres. Mais on est toujours intéressé de savoir comment naît une histoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce roman, Valérie? Alors, ce qui m'a inspirée, il y a deux choses. D'abord, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à Bruxelles, j'ai amené mes enfants une école juive qui est juste à côté de chez moi. Et à côté, il y avait un panneau publicitaire de 10 mètres sur 10 pour un site de rencontre pour personnes mariées. On voyait quelqu'un qui mordait dans la pomme avec un slogan. Bien accrocheur. Je vois exactement lequel. Ah ouais, je l'ai vu sur les... J'ai trouvé ça tellement drôle de tous les matins les déposer. Enfin drôle. Il y avait l'armée devant et puis derrière il y avait ce panneau qui était tout à fait à contresens par rapport à l'endroit où je les déposais. Et aussi, j'ai eu l'occasion, via les réseaux sociaux, de retrouver un premier amour de jeunesse et de voir qu'est-ce qu'il était devenu. Et je me suis dit, et d'échanger quelques messages avec lui, voilà, moi je trouve ça merveilleux de voir ce que sont devenus les gens 30 ans plus tard. Et je me suis dit, mais finalement, on s'est retrouvés, mais il y a plein de gens qui se retrouvent. Et il y a plein de gens qui vivent avec des histoires en eux, tout en étant Emma, mon personnage, elle est excessivement bien dans sa vie. Oui. Mais parfois, être bien ne suffit pas. C'est être bien, mais... Parce qu'il y a cette éternelle petite voix, ce sort des menottes inconscientes qui nous emprisonnent les chevilles, les poignets, qui nous empêchent de vivre pleinement ce qu'on a à vivre, même si on y est très bien, parce qu'il y a cette petite voix, la nostalgie qui nous dit « mais qu'est-ce qui se serait passé si ?» et qui nous empêche de vivre pleinement l'instant présent. Et je me suis dit, finalement, si un de mes personnages retrouvait sur un de ces sites de rencontres un ancien amour, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche les émotions de ce qu'on a vécu? Est-ce qu'on cherche à réécrire l'histoire, à la prolonger? Est-ce qu'on cherche juste à se mettre en danger? Est-ce qu'on cherche à revibrer et avoir 30 ans de moins? C'était un petit peu ces questionnements-là qui m'ont poussée à écrire ce livre. Et aussi, j'ai voulu faire une plongée dans les sites de rencontres pour personnes mariées, pour discuter avec les personnes qui s'y trouvaient et qui communiquent avec moi en disant « mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et il y a quelques messages qui ont été écrits dans le livre. Qui sont vrais, j'imagine. Ah, je n'ai rien changé. Ah oui, je me suis même dit que j'allais peut-être avoir un procès si quelqu'un... mais ah oui, c'est incroyable. Honnêtement, il y en a qui étaient tellement drôles que je n'aurais pas pu les inventer. Ah oui, j'imagine. Vraiment. Je n'ai pas ce talent-là. Alors, votre dernier livre, Valérie, sort en 2022, Qu'importe la couleur du ciel. Alors, c'est un livre poignant, j'ai envie de dire, sur une histoire de famille, des familles, pas que celle du sang, celle du cœur aussi, celle qu'on choisit. C'est l'histoire de Sibylle qui va bientôt fêter ses 70 et quelques années. 79 ans et qui n'a pas d'enfant, mais qui s'est entourée de Gisèle, son amie de toujours, qu'elle a assistée depuis la naissance de sa fille qu'elle a eue seule, Barbara, et de Édouard, son compagnon, et de la fille d'Édouard, donc Cynthia, qu'elle a élevée comme sa fille, mais qu'elle n'a pas elle-même enfantée. On sent qu'il y a un manque permanent de cette non-maternité, en fait. Et de la fille de Barbara, donc la petite fille de Gisèle, son amie de toujours, qui, sur un coup de tête... Enfin, le livre commence à la naissance donc, de Mila, cette petite fille, et qui, 20 ans plus tard, décide, comme nos enfants peuvent le faire au cours d'une soirée, décide de faire un test ADN, comme ça, pour voir, pour rigoler, pour s'amuser, et qui va recevoir les résultats comme un boomerang, en fait, et qui va voir des secrets de famille, et pas seulement ceux qu'on connaissait, même d'autres, qui vont être révélés suite à ce test ADN. D'ailleurs, elle va se rendre compte qu'elle a 25% de sang juif.
Et bon, ça, on l'apprend, je spoil un petit peu parce que on découvre un peu tous les personnages au début du livre et on ne comprend pas bien de quoi il s'agit, pourquoi, comment, mais qui lui, attend qui il est, ah oui, elle. Et au final, c'est un magnifique puzzle qui s'assemble sans qu'on s'en soit rendu compte et ça y est, on arrive à la fin du livre, le puzzle est terminé et on se dit « Waouh, j'avais pas vu qu'on avait réussi à faire tout ça comme paysage ». Et c'est très très joli, c'est vraiment un très beau livre. Je crois que ce livre, c'est aussi ça révèle une autre de vos passions, la psychogénéalogie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est la psychogénéalogie? Oui, alors en fait, la psychogénéalogie, j'ai découvert ce concept en lisant les livres d'Anne-Ancelin Chausseul-Berger, qui était une prof d'université à Nice de psychologie et qui a créé la discipline de psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'elle met en lien nos mots MAUX, tout ce qu'on porte malgré nous, avec notre arbre généalogique. Ce qui fait que nous avons tous un héritage physique, un héritage familial, mais il y a évidemment, oui, je l'ai dit plutôt, mais nous avons également un indéniable héritage psychologique, dont pouvons être conscients ou non. Et ce qui est très intéressant quand on lit ces livres, on se rend compte que, par exemple, il y a certaines familles où il y a des dates qui vont être très importantes. Il y a certaines familles où, elle explique des exemples de cas très concrets où pendant des années, quelqu'un souffre d'asthme, a mal à la gorge, on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, lorsqu'elle étudie l'arbre généalogique, elle voit qu'il y a un arrière-grand-oncle qui s'est pendu. Et une fois qu'on a mis des mots sur ce qu'a vécu cet homme, par magie, l'asthme disparaît. Alors tout ça peut paraître assez miraculeux, mais ça m'a donné envie de me plonger dans cet univers de psychogénéalogie, des constellations familiales. Je suis d'ailleurs une formation maintenant pour être thérapeute dans le domaine, parce que je trouve ça tellement riche de savoir que nous sommes porteurs d'une identité qui nous dépasse, qui est également sociale, le fait d'être né dans une famille juive ou non, a des incidences sur nos choix de vie, même à notre insu, le fait d'être né dans une famille qui a certains types d'opinions politiques, il n'y a pas une famille, je pense, où il n'y a pas un secret. Alors, le secret peut être quelque chose de léger, mais ça n'est pas nécessairement un suicide, un enfant adultérin. Puis en général, les secrets, c'est pas souvent révélé. On les connaît évidemment, pas toujours. Non, mais par contre, ce dont je suis convaincue, c'est que 1, 2, 3 générations, Anne-Ancelin Chausseul-Berger disait que ça pouvait aller jusqu'à 7 générations après, un secret de famille respire toujours, transpire toujours quelque part. Et il peut y avoir dans la lignée quelqu'un qui a un malaise, qui ne comprend pas très bien pourquoi, alors que c'est quelque chose de plus grand, le sac à dos inconscient qu'on porte avec les pierres de nos ancêtres et qui ne nous appartient pas. Et ce travail-là, je pense qu'il est important pour nous, en tant que parents ou membres d'une lignée, de le faire pour libérer ceux d'après. J'avais lu d'ailleurs à ce sujet que parfois notre ADN est carrément imprégné parfois de nos mots MAUX donc, et qu'on transmet donc, dans nos gènes, dans les gènes qu'on transmet à nos enfants, parfois ces souffrances ou ces manques ou tout ça. Tout à fait. Et maintenant, les chercheurs en épigénétique, justement, constatent qu'à partir du moment où on a pu comprendre, mettre des mots, MOTS, sur nos mots, on se rend compte que dans les lignées après nous, certains gènes ont pu être modifiés. Et je trouve ça passionnant. Ouais, cet impact psychologique sur nos vies. Alors, dans ce livre, il y a aussi un autre thème qui est abordé très joliment par Élie. C'est la transmission. J'ai adoré un chapitre qui s'appelle « Des racines et des ailes », je n'en dirai pas plus. Mais vraiment, je crois que c'est un thème aussi que vous aviez abordé dans un autre livre qui s'appelle « Le hasard a un goût de cake au chocolat ». C'est quelque chose d'important pour vous, la transmission, surtout que c'est une des valeurs du judaïsme aussi qui est essentielle. Est-ce que c'est lié à qui vous êtes, la transmission aussi? Alors, sans doute que c'est lié à mon histoire familiale, au milieu dans lequel j'ai grandi, mais je pense que si je n'avais pas été juive, j'aurais eu ce même attrait pour la transmission en tant que parent, parce que c'est quelque chose que je me suis, même avant d'être enceinte, je me pose la question, mais finalement, si je dois partir demain, qu'est-ce qui est important que je puisse laisser à mes enfants? Qu'est-ce que j'aurais envie de... Et souvent, je leur dis maintenant, ben voilà, moi je sais que ce que j'aimerais te transmettre, c'est ce sens de la responsabilité.
que ce sera toujours c'est moi et c'est pas la faute d'un tel ou un tel. C'était une des valeurs qui pour moi était primordiale et j'en ai évidemment des dizaines d'autres qui ne sont pas nécessairement liées à mon identité culturelle ou religieuse. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse être dans un concept de maternité ou de parentalité sans penser à la transmission. Ah oui, c'est important. Valérie, notre question habituelle qu'on pose toujours en fin d'émission. Valérie, y a-t-il un nouveau roman qui se peaufine? Est-ce qu'il y a voilà, une nouvelle histoire qui va bientôt arriver? Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Mais elle arrive, elle devrait déjà être à terme. Très tard. Je dois être au 9e mois de gestation. Là. J'ai un prochain roman je suis en train d'écrire la fin, où j'avais envie de parler du coaching, des transitions, de la peur de l'inconnu et des coachs ou des thérapeutes qu'on peut rencontrer qui ne sont pas nécessairement très congruents avec les enseignements qu'ils nous donnent. Et aussi tous les passages dans la vie, tous ces points de bascule, les décès, les divorces, les orientations professionnelles, où on a l'impression de perdre pied, qui seront de magnifiques occasions pour rebondir. Et si tout va bien, il devrait sortir début 2024. Qu'importe la couleur du ciel, lui va paraître en livre de poche en mois de juin. Eh ben, super, écoutez. Et j'ai une petite question là qui nous vient. Ouais. Qui signe vos couvertures? Parce qu'elles sont quand même, on les reconnaît. C'est pas anodin ce petit clin d'œil artistique. Je dois avouer que j'adore les couvertures. C'est une artiste turque qui s'appelle Hülya Özdemir, qui fait des pastels. Si vous la suivez sur Insta, par exemple, c'est fantastique parce que quasiment tous les jours, elle peint une nouvelle aquarelle. Et j'aimais beaucoup l'idée d'associer une femme à mon travail. En plus, une femme à Istanbul qui est dans un milieu entouré d'hommes et qui ne peint que des femmes colorées. Je trouvais que le clin d'œil était assez joli. Et effectivement, j'aime énormément. C'est un très beau résultat. En plus, je trouve que c'est vraiment votre patte, du coup. Moi, le dernier, du coup, je l'ai vu, j'ai dit « Ah, mais attends, je connais. Ah oui, voilà, c'est Valérie Cohen. » Donc, c'est bien aussi ce genre de clin d'œil pour reconnaître vos livres. Mais écoutez, en tout cas, Valérie, on vous souhaite beaucoup de réussite pour le prochain, qui, j'espère, rencontrera beaucoup de succès. On espère vous recevoir ici sur le plateau pour venir nous en parler la prochaine fois. Et donc, on conseille tous vos livres à nos téléspectateurs, ceux dont on a parlé ce soir et les autres. Nos mémoires apprivoisées, Alice et l'homme perle. Donc, Le hasard a un goût de cake au chocolat, qui est aussi très, très bien. Ce sont des livres, comme je disais, qui sont vraiment positifs, mais pourtant très honnêtes quant aux difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie et très réalistes. Je vous remercie vraiment, Valérie, d'avoir pris du temps pour nous, d'avoir été si honnête, ouverte et d'avoir partagé vos envies et votre mode de fonctionnement pour l'écriture de tous ces romans. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci Valérie. À très bientôt. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très prochainement avec Isabelle pour un prochain coup de cœur littéraire sur Tandem TV. Merci, bonsoir. Bonsoir.